Bonjour à tous depuis Paris. Merci de vous être connectés si nombreux pour notre webinaire sur la collaboration transversale organisé par Brio Boutique Management. Brio est une firme conseil spécialisée dans le conseil stratégique en transformation. Nous sommes présents en France et au Canada et aujourd'hui, nous sommes décidément très transatlantiques avec des participants. Vous êtes nombreux de la France et du Québec. Pour ce webinaire, je serai accompagnée de mon collègue Philippe Carpentier, qui est à Montréal présentement. Philippe est associé chez Brio, consultant en transformation des organisations depuis près de 30 ans. Philippe a travaillé avec de nombreux clients, à la fois en Amérique du Nord, en France, à revoir et mettre en place des structures matricielles, des modes de fonctionnement favorisant la collaboration transversale. Il collabore aussi régulièrement avec des dirigeants, des équipes de direction sur des thèmes de stratégie d'évolution d'affaires et organisationnelle. Et on est aussi accompagné de notre invité ici à Paris, Laurent Bonnefoy. Laurent est directeur de la transformation et de la qualité à la Banque populaire Rive de Paris, pour les intimes, la BPRI. Laurent va nous partager son expérience, sa vision, les enjeux qu'une organisation comme la Banque populaire peut vivre sur la gestion matricielle. Laurent dispose d'une expérience aussi assez importante sur la collaboration transversale, notamment dans le secteur financier. Et moi-même, Maryse Leduc, chez Brio depuis 5 ans, je porte l'expertise culture et leadership et j'interviens principalement auprès d'équipes de leadership, des comités de direction, autant au Canada comme en France, des comités, donc des équipes qui souhaitent faire évoluer leur culture, leur posture, leur comportement afin d'améliorer leur performance. Et donc, la collaboration transversale est un défi que je rencontre souvent au niveau des comités de direction, encore plus entre leurs équipes respectives. Bref, j'aurai également l'opportunité de vous partager quelques retours d'expérience, des constats en lien avec la collaboration transversale. Alors, nous serons ensemble pour 1 heure. Le webinaire va se faire en 3 temps. Dans un premier temps, on aimerait vous partager nos observations terrain, les leçons apprises et les convictions qui en découlent sur le sujet qui nous intéresse, la gestion matricielle et la collaboration transversale. Dans un deuxième temps, on va vous partager des retours d'expérience, on va s'attarder sur des exemples, des observations concrètes qu'on a faites sur le terrain. Et en troisième temps, donc, on va terminer par une séance de questions. D'ailleurs, n'hésitez pas à tout moment, dans le bas de votre écran, vous devriez voir un espace de clavardage dédié aux questions. Alors, vous pouvez à tout moment nous soumettre vos questions, puis elles seront traitées donc dans cette troisième et dernière partie du webinaire. Comme vous êtes très nombreux à vous être connectés des deux côtés de l'Atlantique, il nous paraissait important de faire peut-être un petit point lexical pour s'assurer qu'on se comprenne bien tout au long du webinaire. Donc, pour information, en France, lorsqu'on utilise le mot manager, on parle en fait de gestionnaire au Québec. Et de la même façon, en France, lorsqu'on parle de collaborateur, on fait référence à l'employé au Québec. Par ailleurs, j'aimerais aussi souligner que nous avons décidé pour ce webinaire d'utiliser le tutoiement, non pas par manque de respect, mais plutôt par complicité, comme on a une bonne relation de confiance avec notre client Laurent et mon collègue Philippe. Par ailleurs, pour boucler sur le petit point lexical, il y a une petite aide lexicale que vous pouvez télécharger dans le haut droit de votre écran, je crois. Alors, voilà, je passe maintenant le micro à Philippe. À toi. Merci beaucoup, Maryse. Bonjour, Maryse. Bonjour, Laurent. Bonjour, tout le monde. Alors, moi, je vous propose de prendre quelques minutes pour vous partager quelques enseignements, quelques convictions qui nous viennent, dans le fond, du travail avec des clients, de l'observation de différentes organisations, puis qui constituent la base du livre blanc là, que vous allez pouvoir télécharger. On va vous donner les coordonnées tout à l'heure en fin de webinaire. Mais en guise d'introduction à la rencontre, on voulait vous poser quelques pierres, quelques repères qui nous sont chers, puis qui, je pense qu'il faut garder en tête quand on parle de gestion de matricielle et de collaboration, qui pour nous, la gestion de matricielle est peut-être plus associée à la structure collaboration et plus associée à des modes de fonctionnement, mais pour les fins de l'exercice, on va utiliser les termes
de façon indifférenciée là, au cours de la rencontre. Donc, le premier élément fort, la première conviction qui est fondamentale, puis elle s'exprime, comme vous allez le voir à l'écran, autour de deux citations d'auteurs que vous connaissez peut-être, qui, dans le fond, ont réfléchi au fonctionnement en mode matriciel. Donc, Bartlett et Goschal, plus année 2000, qui nous disent, dans le fond, que la gestion matricielle, c'est peut-être des boîtes, c'est peut-être des lignes pleines, des lignes pointillées de la gouvernance, mais c'est avant tout un état d'esprit. Donc, beaucoup plus un état d'esprit qu'une structure. Puis le rôle des leaders dans un environnement comme ça, c'est de l'instaurer, c'est de la faire vivre, de faire vivre cet état d'esprit au sein des équipes. Et donc, souvent, ce qu'on va observer, c'est qu'on dit, on travaille en matriciel, on a fait des lignes, des boîtes, c'est clair, mais on n'a pas travaillé sur le désir de collaboration au sein des équipes. Deuxième citation qui est importante, qui nous vient maintenant de Lencioni, probablement que vous connaissez aussi, c'est que la collaboration, ce n'est pas une vertu, c'est vraiment un choix stratégique. C'est la collaboration, c'est gentil, c'est beau, c'est agréable, c'est vertueux à faire. Comme on le dit que ce n'est pas une vertu, mais ça peut être perçu comme ça. Mais c'est surtout et avant tout un choix stratégique d'organisation. C'est qu'on choisit de travailler dans un mode matriciel pour optimiser l'utilisation de nos compétences, pour accélérer la livraison de produits, pour un certain nombre de raisons, mais il faut que ce soit un choix conscient de l'organisation. Puis après ça, sa mise en œuvre de ce choix-là, elle appartient à l'organisation, mais entre autres aux leaders. Donc, voyez-le vraiment, parce que c'est différent quand on se met en tête que c'est un choix stratégique versus un désir, un souhait, ce n'est pas la même chose. Quand on fait une acquisition parce que c'est un choix stratégique, bien, on adhère à ce projet-là puis on le fait vivre. Donc, c'est la même chose pour la collaboration. Deuxième élément que je voudrais apporter à votre attention, puis en général, quand on en parle avec les clients, on voit un peu de lumière dans leurs yeux qui se disent « Ah oui, c'est vrai, on a ça », c'est que dans le fond, quand on parle de matriciel, il y a deux modes. Il y a un mode qu'on connaît assez bien parce qu'on l'utilise depuis longtemps dans les organisations, c'est le mode temporaire, donc associé à tout ce qui est des gros projets, des programmes, donc du déploiement dans le temps où on a des calendriers, des livrables, des budgets, des équipes formelles, une gouvernance, donc tout ce que vous connaissez, fort probablement parce que la plupart des organisations ont ce genre de mode de livraison. Ça, c'est relativement bien maîtrisé, c'est relativement bien connu, c'est bien balisé. Ce qui est moins bien connu, ce qui est moins bien maîtrisé, c'est ce que nous, on appelle le mode permanent qui implique 2, parfois 3 fonctions, parfois plus, mais en général, c'est 2, 3. Très souvent, marketing, vente, pour des stratégies de mise en marché, ressources humaines puis opérations pour des plans de développement de la main-d'œuvre, TI avec expérience client pour travailler sur des plateformes numériques. Donc, vous êtes sûrement au fait de ce genre de collaboration qui sont dans la durée, puis oui, on met autour de la table des expertises, des gens qui connaissent, qui ont un métier, qui est associé à une fonction, mais qu'on met ensemble dans une équipe qui ont des livrables très précis à produire, qui ont des objectifs très précis à produire. Ce mode-là, par expérience, puis on pourra en discuter plus loin tout à l'heure, c'est moins maîtrisé. Parce que souvent, on le fait sur papier, mais on ne le fait pas vivre. Donc, on ne fait pas en sorte que ce soit connu comment on veut faire travailler les gens. Puis ça, je vais y revenir tout à l'heure un petit peu plus loin. Donc, nos deux modes, temporaire, permanent, il faut juste faire la différence. Puis souvent, ils coexistent dans les organisations. Donc, pour faire vivre ces différents modes-là, il y a un certain nombre de facteurs clés de succès que vous allez retrouver dans le livre blanc, mais je vais vous les partager quand même rapidement. Le premier, puis vraiment on le voit très régulièrement en entreprise, puis je suis sûr, je ne peux pas vous voir malheureusement, c'est un webinaire, mais quand je le fais en général, les gens ont un petit regard en disant « mais c'est vrai qu'on fait ça ». Donc, ce qu'on dit ici, c'est que dans le haut de l'écran, c'est qu'on n'a pas une véritable équipe. On a une collection de représentants de leurs fonctions. Donc, j'ai le représentant du marketing, le représentant des TI, le représentant des opérations, qui viennent autour d'une table, virtuelle ou pas, mais dans le fond, défendre les positions de leurs fonctions, amener les politiques, les stratégies de leurs fonctions, et ne se positionnent pas en tant que membre d'une équipe responsable de livrer quelque chose. Et donc, on peut dire, oui, on travaille en matriciel, on a mis les 4 fonctions ensemble, puis voilà. Mais très souvent, c'est la défense, la représentation de notre fonction qui prend le dessus et non pas une collaboration en équipe et un sentiment de responsabilité.
Je suis certain que vous avez déjà été témoin de ça, puis encore une fois, on pourra en discuter tout à l'heure. Et c'est vraiment un problème significatif. Ce n'est pas souvent un manque de bonne volonté, c'est parce qu'on n'a pas expliqué ce à quoi je vais venir plus tard, qui est le cadre de collaboration. Mais c'est clairement contraire à l'esprit de collaboration. Ce qu'on veut plutôt, c'est une équipe où on amène des expertises qui se sentent co-responsables de résultats et qui vont travailler dans la durée ou peut-être de façon plus temporaire si c'est des projets, mais qui se sentent responsables, et pas qui se sentent, qui sont responsables véritablement de livrer un certain nombre de choses. Donc, c'est très différent comme posture si j'arrive comme défenseur versus si j'arrive comme collaborateur. Donc, très important d'identifier dans vos organisations ces situations-là, puis de faire en sorte de faire ce que je vais vous dire par la suite. Donc, le deuxième facteur clé de succès qui tient au rôle des leaders et qui est encore là extrêmement important pour faire fonctionner un mode matriciel, c'est qu'il faut définir un cadre de collaboration, donc des règles du jeu, un carré de sable. Et donc, ça, c'est la responsabilité des responsables fonctionnels. J'ai la fonction A qui travaille avec la fonction B ou qui travaille avec la fonction C. Bien, ces trois-là, ces trois leaders-là, ces trois responsables de fonction doivent définir ensemble les éléments qui suivent et que je vais vous présenter. Donc, c'est leur rôle de définir le carré de sable, de le communiquer, de s'assurer qu'il est compris, de le réexpliquer, de le réexpliquer, de le ressoutenir dans le temps, parce que, par expérience, ça prend un certain temps avant que les règles du jeu si je peux dire, soient comprises et respectées. Donc, dans ces règles du jeu-là, ou dans le cadre de collaboration, bien sûr, l'objet et la portée de la collaboration. On s'attend à quoi? On veut qu'ils fassent quoi, ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils doivent livrer? Parfois, on pense que c'est compris, mais c'est souvent pas compris. Est-ce qu'il y a un leadership formel? Est-ce qu'on dit, bien, compte tenu de ce projet-là, il y a une expertise qui doit être en mode pilotage plus forte que les autres? Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, on peut le définir, mais si c'est le cas, il faut que ça soit très clair. Qu'on pense que ce n'est pas Jean-Paul, c'est Pierre qui a un rôle de leadership formel. Degré d'autonomie des équipes, extrêmement important également. Ces gens-là, ils sont autonomes sur quoi? Ils peuvent engager des budgets, ils peuvent choisir la technologie, ils peuvent engager des ressources, ils peuvent engager des consultants, ils peuvent faire des choix stratégiques importants ou faible autonomie, on doit se rapporter à nos directions, on fait dans le fond des workshops, on a des bonnes idées, mais on se rapporte à notre hiérarchie. Donc, vous comprenez que c'est deux modes d'autonomie très différents, mais il faut que ce soit clair. Les responsabilités fonctionnelles en termes de contribution, puis ce qu'on apporte dans cette collaboration-là. Il faut qu'on soit très clair sur fonction A, fonction B, fonction C, qu'est-ce qu'on amène autour de la table. Ensuite, le type de décision que ces équipes-là peuvent prendre. Ils sont autonomes sur quel type de décision. Quel niveau de contribution ma fonction? Je suis marketing, je vous dis, j'ai 3 personnes qui vont être à 75 % engagées, soit dans ce projet-là ou dans cette collaboration. Bien, c'est 75 % ça ne peut pas être 25 un mois, puis 30 le suivant. Donc, j'ai des engagements, si on veut que les choses se prennent forme concrètement sur le terrain, bien, il faut s'engager à amener les contributions attendues. Est-ce qu'il y a une gouvernance formelle ou simplement on se rapporte de façon ponctuelle, mensuelle à nos responsables? Peut-être ce n'est pas à nos responsables en individuel, c'est à nos 2, 3 responsables fonctionnels. Puis, essentiel, bien, les mesures de succès. Vous allez être mesuré sur quoi? C'est quoi les KPI qui sont associés? Est-ce que c'est un TNR? Est-ce que c'est des résultats financiers? Est-ce que c'est des nouveaux clients? Donc, concrètement, vous allez être responsable de quoi comme équipe? Ça peut paraître simple, encore une fois, mais je vous garantis que quand ce n'est pas fait, ça fait en sorte qu'on a des équipes qui se posent beaucoup de questions sur ce dont ils sont responsables, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent gérer, ce qu'ils peuvent décider. Donc, encore une fois, les leaders de ces fonctions-là ont comme responsabilité première de définir ce carré de sable-là. C'est essentiel. Et quand ce n'est pas fait, on observe clairement plein de dysfonctionnements. Troisième facteur, c'est le rôle des gestionnaires. On l'a expliqué d'entrée de jeu, les gestionnaires, les leaders, les managers, ils ont un rôle clé pour faire fonctionner un matriciel. En tant que leader, ils ont un devoir de rappeler qu'on travaille comme une seule entreprise pour des clients, pour des bénéficiaires, pour des étudiants, pour des gens qui vont bénéficier de nos services.
On est des fonctions, on a des expertises, mais on travaille ultimement pour une seule entreprise puis pour des clients. Réitérer la co-responsabilité, j'en ai parlé à l'instant, donc que ce soit très clair ce dont on est responsable comme équipe matricielle, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'on peut décider. Puis à la limite, on va être au terme de cette collaboration-là, on va être jugé sur quoi. Rappeler si besoin est, puis parfois c'est nécessaire, l'intention derrière cette collaboration. Pourquoi on a mis ça en place? Qu'est-ce qu'on cherche vraiment à atteindre? Donc, des fois, on cherche des résultats concrets. Des fois, on cherche aussi d'amener de la fluidité dans l'organisation, un petit peu plus de rapidité d'exécution. Donc, rappeler pourquoi on met ça en place est essentiel. Les engagements fonctionnels, je l'ai dit tout à l'heure, si on s'engage comme leader à contribuer puis à mettre en place un cadre de collaboration, c'est de notre devoir de respecter ça. Et souvent, malheureusement, pas par manque de bonne volonté, je le vois, il y a des leaders qui vont eux-mêmes contourner ce qu'ils ont mis en place. Donc, ils ont mis en place des équipes matricielles, puis là, ils sont en rencontre de direction, puis ils décident d'autre chose, oublient d'informer l'équipe. Un mois plus tard, on se rend compte, l'équipe a continué à travailler sur ça, puis les dirigeants sont partis dans l'autre sens. Donc, votre engagement de respecter, puis s'il y a des changements en cours de route, simplement de les communiquer, mais de ne pas laisser les équipes dans le noir. Puis d'assurer le respect de l'autonomie de ces équipes-là, qui puissent faire leur travail correctement, qui ont les ressources pour le faire. Puis ultimement, parler au nous. Donc, nous, l'entreprise, donc j'ai commencé au début une seule entreprise, nous, l'entreprise, et non pas nous, la fonction. Quatrième, et en terminant, ce qui fait un peu la synthèse dans le fond, c'est ce qu'on appelle le hard et le soft. J'ai parlé du hard, qui est tous les mécanismes de gouvernance, le cadre de collaboration, la mise ensemble des expertises, les règles du jeu, les objectifs. Donc, c'est la partie hard. Puis en général, on n'a pas trop de mal à le faire. C'est souvent le réflexe premier. Mais il y a un côté important, qui est l'autre côté de l'équilibre de la balance qu'on voit là, qui est le côté soft. Donc, associé plus à la culture, au comportement, aux façons de faire, aux façons de travailler. Donc, cette deuxième dimension, la première, je ne veux pas moins m'y attarder, le hard, parce qu'on vient de le voir quand même pas mal. Le deuxième, c'est que les leaders sont responsables d'amener une culture de collaboration et de confiance. C'est eux qui sont les mieux placés pour stimuler cette confiance-là. S'il n'y a pas de confiance dans un mode matriciel, croyez-moi, les résultats ne seront pas là. Les gens vont rester sur leur garde, ne vont pas partager d'informations, vont arriver en défenseur de leur fonction. Deuxième, de s'assurer que dans notre culture, on a une réelle responsabilisation des équipes, qu'on respecte cette autonomie-là. Encore là, les choses peuvent changer en cours de route. À nous, comme leaders, d'informer les équipes, mais il faut qu'ils se sentent responsables et, comme on dit en Amérique du Nord, imputables d'un certain nombre de résultats. Il faut que la délégation soit claire. Il faut qu'on soit dans un système où la délégation, puis la délégation, ça peut être gros comme ça ou gros comme ça. Il faut juste qu'elle soit claire. Qu'est-ce qu'on délègue aux équipes? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Puis en dernier, une culture de rétroaction, de feedback en continu où, comme je disais tout à l'heure, ça prend un certain temps avant d'instaurer ça. On a des clients qui nous disent que ça prend 12 à 18 mois avant que ça devienne vraiment, vraiment fluide, là, que les équipes ne sont pas toujours en train de remonter à leur hiérarchie. Donc, il y a cette culture de feedback pour améliorer en continu nos façons de faire. Puis ça peut être horizontal puis vertical, donc avec les leaders aussi. Donc, la combinaison du hard et du soft, elle est essentielle. Pas de hard, on va avoir des équipes perdues qui vont se demander qu'est-ce qu'ils ont à faire, c'est quoi leurs objectifs, comment on peut décider. Puis s'il manque du soft, il va manquer de la collaboration. Il va manquer un esprit, une confiance, un engagement des équipes à collaborer entre elles. Donc, j'ai pris quelques minutes, j'ai pris peut-être une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes pour vous présenter ceci. J'espère que ça va être utile. Vous allez les retrouver encore une fois dans le livre blanc. Et là, on va ouvrir la discussion avec nos collègues en France, parce que moi, je n'ai pas mentionné, mais je suis à Montréal. Vous aurez deviné à mon accent que je suis Canadien. Et donc, on va ouvrir la discussion. On va commencer avec Laurent, puis avec Maryse. Donc, Laurent, qui est, comme on l'a dit, on l'a présenté, directeur transformation chez BPRI, qui, par définition, travaille en matriciel, que ce soit en projet ou de façon permanente. Mais je vais lui demander déjà de nous présenter un peu BPRI pour le bénéfice des participants, puis nous présenter un peu comment il travaille dans son organisation en mode matriciel ou en mode collaboratif. Laurent? Écoutez, merci en tout cas pour l'invitation, Maryse, Philippe. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Je vais rapidement parler de BPRI, d'abord en partageant un petit peu notre organisation. Donc, Banque Populaire Île de Paris, c'est une banque
régional coopératif de plein exercice, établissement du groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne, BPCE. On a un territoire assez large, hein, on couvre, pour ceux qui connaissent un petit peu les régions en France, du nord de l'Oise au sud de l'Essonne, en passant par globalement l'Île-de-France et Paris. On a 750 000 clients que l'on dessert à travers des activités de retail banking très conventionnelles, hein, que de la banque de détail, mais aussi du client professionnel, du client entreprise ou encore du client patrimonial via une banque privée pour un PNB de 640 millions d'euros environ l'année précédente. Donc ça, c'est pour le décor de Banque Populaire Île de Paris. Au niveau de ma direction, donc j'anime un collectif de 80 collaborateurs avec des activités différentes, hein, une partie très transversale autour finalement de l'animation de notre plan stratégique, autour de l'amélioration de nos processus, autour de la qualité, de la préférence client, et j'ai également toute une activité autour de l'informatique, de la data et de l'assistance aux utilisateurs. Alors, moi, ce que j'ai bien écouté, en fait, Philippe, ce que tu as partagé comme bonne pratique et comme facteur clé de succès. C'est vrai que dit comme ça peut paraître simple. Dans la vraie vie, c'est vrai que ça peut être plus compliqué à mettre en place. Et effectivement, on tente de le faire à différents niveaux. Le mode projet, on l'exerce au quotidien et on essaye de plus en plus, ça c'est un vrai objectif, de inculquer de façon plus permanente la transversalité. Alors, au début, quand vous m'avez invité sur ce webinaire, j'ai réfléchi un petit peu au sujet et je me suis dit, c'est quand même un peu paradoxal en 2023 de parler encore autant de transversalité, sachant que on est de plus en plus équipé d'outils collaboratifs, on est de plus en plus aussi équipé de façons de faire qui nous permettent d'avoir des interactions permanentes. On a aussi un partage de l'information qui est de plus en plus fort. Et pourtant, effectivement, quand on interroge nos collaborateurs, on l'a fait chez nous, on voit qu'il y a ce manque de transversalité, même si les projets avancent, la banque se développe, mais on voit qu'il y a ce besoin toujours très présent de transversalité. Alors, en faisant un peu l'exercice, je me suis demandé, finalement, qu'est-ce qu'on avait essayé de mettre en place et finalement, pourquoi on l'avait mis en place. Alors d'abord, les enjeux qu'on rencontre. Nous, on rencontre des enjeux que, à mon avis, beaucoup d'organisations rencontrent. C'est la différence dans les types d'activités de nos collaborateurs qui ne favorisent pas toujours la transversalité. Je m'explique. On a au sein de la banque des fonctions très commerciales qui ont une logique culturelle très orientée vers le développement, vers le client, qui finalement peut des fois s'opposer à des activités qui sont plus tournées vers les opérations, des activités plus récurrentes, qui vont en fait finalement être objectivées sur d'autres critères que ceux avec qui ils peuvent travailler, qui sont leurs collègues, mais qui sont objectivés de façon différente. Donc, il y a des fois des chocs culturels dans la manière d'aborder les activités, même si on travaille pour des clients et on travaille tous dans le sens du client final. Mais finalement, la nature de nos activités peut parfois être en opposition et ne favorise pas la transversalité. Ça, c'est le premier point que j'ai un peu relevé. Le deuxième point, c'est que aussi, on demande de plus en plus, et tu l'as évoqué, c'est de dire de plus en plus l'organisation par nature doit être transversale. La difficulté qu'on peut par contre avoir, c'est que de temps en temps, on a aussi des collaborateurs qui n'ont pas ces compétences-là de base, parce que on les a pas formés à faire de la gestion de projet, on les a pas formés à faire et à intégrer ce qu'est la gestion du changement. Et donc finalement, on a aussi, et ça c'est un gros travail que l'on doit faire, un rehaussement d'un certain nombre de compétences qui permettent de favoriser la transversalité. Et ça, c'est quelque chose que l'on voit autant pour nos collaborateurs que pour nos managers. Et ça, c'est un deuxième grand défi que l'on a. Troisième défi, c'est le sujet, tu l'as dit, j'ai bien aimé la phrase, la collaboration n'est pas une vertu, mais un choix stratégique. Alors c'est vrai, c'est un choix stratégique parce que ça doit partir de la direction générale, et donc ça doit s'incarner, ça doit se refléter dans des moments. Et finalement, ça en vient à quelque chose qu'on a observé,
c'est qu'il fallait créer des conditions, il fallait créer des moments qui renforçaient la transversalité. Alors ça peut être des moments assez emblématiques, l'arrivée d'un nouveau plan stratégique en est un, également la mise en place de très gros projets qui doivent dès le démarrage s'effectuer en transversalité, ou encore plutôt dans une logique d'amélioration continue, de finalement semer un peu partout la transversalité à des niveaux beaucoup plus locaux, sur des plus petites initiatives, d'abord sur des petits périmètres, puis ensuite de montrer que cela fonctionne pour le généraliser. Donc, en résumé, je pense qu'il y a 3 sujets. Il y a le sujet culturel. Finalement, est-ce que l'organisation culturellement est dans cet état d'esprit-là? Le deuxième sujet, c'est finalement, est-ce que les compétences aujourd'hui sont les bonnes pour pouvoir adresser ce sujet de transversalité? Et puis le troisième sujet, c'est celui des momentum, de créer des momentum qui doivent être poussés, incarnés et portés par la direction générale et en cascade les managers. Ça, c'est vraiment 3 grands défis que l'on voit, nous, au sein de Banque Populaire Île de Paris et que l'on essaye de travailler. Alors, après, on parle souvent aussi du modèle d'organisation, c'est-à-dire, finalement, est-ce que si on se réorganise pas d'une certaine façon, on va pouvoir renforcer la transversalité? Alors, là encore, je pense que c'est dur de dire et nous, on a essayé de l'expérimenter, heu, c'est très dur de dire: «Bah, cette organisation-là va amener mécaniquement de la transversalité». Généralement, ce que l'on constate, c'est qu'il y a des principes directeurs que l'on doit avoir et que l'on doit mettre en place dans l'organisation du travail, mais finalement, ce n'est qu'un des leviers qui permet la transversalité. Ce qui va beaucoup jouer, ça va être, comme tu l'as dit aussi, l'exemplarité, le rôle du manager. Si le manager n'est pas convaincu, ça ne fonctionnera pas, puisque le manager a un impact très fort sur la posture de ses équipes, la posture de ses collaborateurs, et ça, on le voit très, très fortement. Un autre point hyper important que l'on voit, c'est d'avoir un objectif commun. Et ça doit être tout le temps rappelé, c'est de dire, en fait, finalement, pourquoi on travaille, pour qui on travaille et pourquoi, en faisant différemment, on va mieux travailler pour notre client final et aussi pour nous, à la fois d'un point de vue individuel, qu'est-ce que l'autre va m'apporter en travaillant différemment? Versus ce que moi je peux apporter à un collectif pour servir une cause commune. Donc ça, c'est vraiment des choses que l'on voit. Alors aujourd'hui, au sein de BPRI, comment on s'organise de façon très concrète pour adresser ce sujet-là? Alors, premier sujet, c'est qu'on le fait à travers notre plan stratégique. On a lancé un plan stratégique en 2022 qui avait différentes ambitions, dont une était la simplification et le renforcement de la transversalité. Ça a été donc un message que l'on a porté à l'ensemble de l'entreprise, parce que quand on les interrogeait, bah, finalement, on voyait bien qu'il y avait une vraie volonté de collaborer davantage, qu'il y avait une perception que les choses avançaient, mais que finalement, on pouvait aller encore plus loin. Donc, on en a fait une vraie priorité stratégique. Et comment on l'a matérialisé? On l'a matérialisé en impliquant de façon très en amont un grand nombre de fonctions dans des projets très structurants et donc, finalement, c'est un peu comme ce que tu disais, dès le démarrage de projet, on impliquait des fonctions différentes pour déjà partager les objectifs, montrer pourquoi chacun était là et faire en sorte que derrière, on puisse travailler dans la durée en renforçant les liens entre les différentes entités. Donc ça, c'est vraiment en mode projet. Et en mode permanent, ce que l'on a fait, c'est un petit peu différent. Ce que l'on a fait, c'est qu'on a créé des équipes et notamment au sein de ma direction, des équipes qui sont dédiées pour justement générer, on va dire, forcer un petit peu plus la transversalité entre les équipes. Ce sont des équipes d'amélioration continue, des équipes de gestion du changement, des équipes projets qui vont en fait finalement appuyer, accompagner des équipes heu, à travailler ensemble autour de problématiques d'abord assez restreintes pour créer de la preuve, pour faire en sorte que derrière ces démarches de travail soient comprises, soient appréhendées par les équipes elles-mêmes pour que ensuite le tout soit généralisé. Donc on travaille donc sur les 2 sujets, hein. Le sujet du mode projet que l'on
rend de plus en plus transversale. Et enfin, aussi sur un mode un peu plus permanent, en créant des équipes au sein d'une direction qui est la mienne, qui est très transversale, pour qu'on insuffle ces méthodes-là petit à petit dans l'organisation, pour qu'ensuite chacun puisse s'approprier et travailler en autonomie. Le dernier point, avant peut-être d'échanger, je parlais du momentum et je parlais aussi il y a un point, je pense, qui est hyper important, c'est des fois donner un sentiment d'urgence. Parce qu'on est aussi, enfin, pour ma part, on est dans des organisations qui ont quelques années, hein. Banque Populaire Rive de Paris, c'est une banque qui a 100 ans. On a fêté notre centenaire l'année dernière. Et on est aussi une banque très établie avec un environnement réglementaire important, un environnement de conformité important, qui fait que finalement, avec aussi une assez belle stabilité dans nos activités, ce qui fait que finalement, on peut aussi se poser la question, et les équipes peuvent se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'il faut changer? Et c'est un peu ce que l'on retrouve aussi dans le domaine bancaire, c'est qu'il faut créer ce sentiment d'urgence. Alors un sentiment d'urgence qui des fois est très légitime parce qu'on a une vraie urgence et un besoin d'adresser un changement assez fort euh, de manière obligatoire, mais aussi des fois de faire comprendre un peu que si on ne change pas, eh bien petit à petit, ben, on va perdre des parts de marché, on va se faire de plus en plus des intermédiaires, on va perdre des clients. Et il faut qu'on arrive à le faire comprendre à l'ensemble de nos collaborateurs. Et la création de ce sentiment d'urgence, il peut aussi favoriser une prise de conscience collective, de dire bah, finalement, il faut qu'on change. Il faut qu'on change, mais pour le faire, il faut qu'on le fasse ensemble. Et en le faisant ensemble, on va aller plus vite, on va renforcer notre efficacité opérationnelle et on va mieux servir notre client. Je prends un exemple un peu simple que vous avez tous vécu, que ce soit au Canada, en France ou ailleurs. C'est le moment du Covid. Et alors moi, dans mes équipes, j'ai l'informatique, j'ai l'IT. Et au moment du Covid, vous avez eu beaucoup de collaborateurs qui ont dit: «Bah, ça, c'est super, en 3 mois, ils ont fait ce qu'en 6 ans, on n'a jamais réussi à faire». On l'a tous entendu: «Ah oui, mais ça, c'était pas possible, la réglementation nous obligeait à faire autrement». Ah, puis là, le Covid est arrivé et puis, bah, finalement, tout s'est vite débloqué, on a pu faire des choses très vite différemment. Là encore, oui, il y a effectivement le sentiment d'urgence, mais on voit bien que ce qui a marché aussi derrière, c'est que les équipes se sont mis ensemble pour résoudre une problématique, commune, pour adresser finalement un objectif commun qui est celui de maintenir les activités pour servir, nos clients dans des temps, compliqués. Donc Laurent, voilà, je vais il faut profiter oui, je vais pardon. profiter de ça pour souligner un élément important. Puis je vois que je n'ai pas pris de notes, j'ai pris des notes virtuelles. Je pense que tu as, dans le fond, renforcé tous les messages qu'on voulait partager avec les participants. Mais je souligne, j'ai sauté dans la mêlée parce que souvent, ce qu'on observe, c'est qu'en mode crise, tout à coup, on est capable de travailler en matriciel. Et c'est exactement ce que tu illustres avec la COVID. Puis j'ai des clients qui, en mode crise de verglas, qui, en mode COVID, bien sûr, ont vécu la même chose. Et que tout à coup, ça lève des barrières. Tout à coup, les équipes se mettent à travailler naturellement entre elles. Il faut prendre des enseignements de ça comme leader, comme manager, pour faire en sorte de ne pas créer des crises, mais de créer, ce que tu dis, ce besoin, ce sentiment d'urgence de collaborer. Je vais me tourner vers Maryse. Je me tourne virtuellement sur l'écran. Maryse, puis je fais le pont avec ce que Laurent nous dit. Toi, tu travailles beaucoup avec des managers, des gestionnaires, des leaders qui sont dans des postures, dans des positions où ils doivent favoriser cette collaboration-là. Bien, qu'est-ce que tu observes? Qu'est-ce qu'ils font de spécial? Comment ils se comportent pour favoriser cette collaboration transversale? Tu l'as bien dit d'entrée de jeu, Philippe, hein, la collaboration, c'est une conviction profonde. Donc, le premier différenciateur, je dirais, des leaders qui réussissent à mettre en place des structures matricielles, c'est les gens dont ils ont ce mindset-là de partenariat. Puis de partenariat au service d'une œuvre commune, de créer quelque chose ensemble, comme Laurent disait tout à l'heure. Donc, on met des gens ensemble pour atteindre des objectifs communs. Donc, on veut mobiliser toutes les forces en présence pour atteindre des objectifs communs. Donc, les leaders qui réussissent à mettre ça en place ont cette conviction profonde-là et ce mindset de partenariat-là. Pourquoi?
tu as présenté ton deuxième facteur de succès, Philippe, tout à l'heure, où tu parlais du cadre de collaboration à mettre en place. Il y avait 8 items là-dedans. Donc, le leadership formel, les modes de prise de décision, le degré d'autonomie qu'on veut laisser, le degré de responsabilité, etc. Donc, c'est des critères super importants à mettre en place, mais ça a l'air simple quand on le regarde comme ça sur papier, mais des leaders doivent se mettre ensemble. Donc, tu parlais le leader de la fonction A, le leader de la fonction B, fonction C, doivent s'asseoir autour d'une table et prendre ces décisions-là. Et c'est là où le mindset de partenariat est important, de dire on est tous des partenaires, des associés dans cette grande aventure-là. On travaille tous pour une même entreprise, pour un objectif commun. Maintenant, il faut faire des choix. Puis pour faire ces choix-là, ben ça mène à des débats. Donc, une autre caractéristique, c'est l'humilité, de mettre son ego de côté, d'être capable aussi d'être à l'écoute des arguments de l'autre, parce que c'est des décisions qui, des fois, ça peut chauffer, hein, avant qu'on décide qu'on prenne des décisions par rapport à ces 8 critères-là. Donc, la capacité de débattre et surtout, une fois qu'on a pris les décisions, la capacité de se rallier, même si on n'était pas d'accord au départ, et surtout ne jamais laisser transpérer ça dans nos équipes respectives, ne pas dire bon ben moi j'aurais préféré ceci, mais finalement on a opté pour cela. Donc d'être vraiment solidaire des décisions qu'on va prendre ensemble autour de la table, de les communiquer aux équipes. Donc puis ça part de l'exemplarité dont tu parlais tout à l'heure aussi, Laurent. Bref, ce mindset de partenariat-là est super important. Puis, tu disais aussi, on parle au nous. C'est dans les mots qu'ils utilisent, des fois qu'on voit des petites nuances. Donc, au nous, tu parlais au nous de l'entreprise, mais je dirais même au nous à l'intérieur de la matrice. Donc, les contributeurs, et non pas nous, ma fonction, notre fonction contre votre fonction. Donc, c'est pas eux contre nous, donc nous au sein de la matrice. Et en dernier, j'ajouterais qu'ils réussissent à créer un climat. Le climat de confiance, oui, mais un climat où on a envie de se dépasser pour contribuer à l'atteinte de cet objectif commun-là, puis d'instiller aussi un peu de plaisir parce qu'on passe quand même pas mal de temps au travail. Donc, les leaders qui se différencient, selon moi, là, ont ces caractéristiques-là. Puis je poursuivrais de commencer à l'aborder, mais ils ont un rôle de créer, je parlais de soft tout à l'heure, de créer cet environnement-là. Comment ils font ça? Parce que c'est beau de dire, comment on crée de la confiance, comment on crée de la collaboration. Le jour où un manager est en poste, puis on lui dit, il faut que tu crées de la confiance, tu crées de la collaboration, il fait quoi? Ça commence par la tête. Hein? On revient encore à l'exemplarité. Est-ce que la question s'adresse à moi, Philippe? Je commence par toi, je vais aller à Laurent après, puis après ça, on va faire les questions du public. Si tu veux renchérir par la suite. Mais donc, on parle encore de leaders de fonction qui décident ensemble de faire travailler leurs équipes pour accomplir un objectif commun. Donc, la confiance, oui, installer la confiance au sein de la matrice, mais ça commence par la tête. Donc, d'installer la confiance entre les leaders. Puis pour bâtir de la confiance, ça prend de l'authenticité, ça prend de la vulnérabilité, et tout ça prend du temps. Donc, pour vraiment bâtir des relations de confiance, puis j'entends souvent les gens dire, on n'a pas le temps. Mais le temps, c'est pas si on l'a ou on l'a pas, c'est est-ce qu'on le prend ou on le prend pas. Donc, se donner des moments pour apprendre à se connaître, ça a l'air simpliste comme ça, mais vraiment prendre le temps d'installer cette confiance-là passe par une meilleure connaissance de soi pour aussi comprendre les forces, qu'est-ce que l'autre peut m'apporter, etc. Donc, la confiance est super importante parce qu'elle mène aussi, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, cette capacité-là de se challenger, de se confronter avant de prendre des décisions ensemble. Et c'est important. Pourquoi? Parce que c'est ce qui crée un engagement réel. Puis ça, c'est un autre des critères de succès que tu as identifié tout à l'heure, Philippe, là, dans le côté plus soft, là. Donc, la capacité réelle à s'engager. Alors, il n'y a rien de pire que des décisions qui sont pas claires, qui génèrent du flou, puis il n'y a rien de pire pour créer du désengagement au sein des équipes. Absolument. Alors, l'engagement, puis la co-responsabilité, j'ajouterais.
Si je vais vers toi, Laurent, en quelques Oui, minutes, alors, parce qu'après ça, je voudrais passer vraiment aux questions du public. Comment ça résonne chez vous, les éléments que Maryse a soulevés? oui, alors, de façon très concrète, nous, comment on l'a abordé? Euh, je vais l'évoquer sur deux sujets. Le sujet du mode projet et puis le sujet du mode permanent, d'un point de vue très concret. Nous, ce qu'on a voulu faire en lançant notre plan stratégique, c'est de dire, les sujets ne peuvent pas être portés uniquement par les directeurs, par un ensemble de personnes qui sont déjà identifiées comme des managers et par des responsables. Donc, on a voulu ouvrir et identifier une communauté de leaders, donc évidemment des personnes déjà en responsabilité, mais aussi des personnes à potentiel et autres, qui pourraient porter des sujets transverses, à la fois sur leur cœur de métier, mais aussi sur d'autres sujets. Le tout était d'avoir une vraie volonté de vouloir changer les choses, de vouloir s'investir dans l'entreprise et de vouloir travailler en transversalité. Donc on a une communauté composée d'une trentaine de leaders que l'on anime depuis le lancement du plan stratégique, qui ont des ambitions, qu'on accompagne pour justement travailler sur des sujets qui, de par la nature des travaux, sont transverses. Ça, c'est le premier sujet. On a aussi, parce que en fait, je pense pas que ça se décrète. Je pense pas qu'on peut arriver comme ça dans des équipes et dire bon bah maintenant demain vous êtes transverse, vous allez être collaboratif. Ça marche pas comme ça. Ce qu'on a voulu d'abord faire, c'est de se dire est-ce qu'il y a des collaborateurs au sein de l'entreprise qui veulent participer à cette aventure, qui veulent s'impliquer peut-être davantage et sortir un peu de leur cadre de travail classique pour justement travailler sur ces sujets transverses. Donc on a créé un vivier de collaborateurs. On a commencé ils étaient 170 la première année et la deuxième année, ils étaient 500. Donc, on a eu un cinquième de notre entreprise, un cinquième de nos collaborateurs qui se sont dit je voudrais m'engager. Alors, de près ou de loin, hein, les degrés de l'intensité d'engagement est différent. Ça peut être je m'engage à participer à une réunion sur un sujet transverse pour lequel je veux donner mon avis, à je prends 3 jours par semaine pour travailler sur un projet très transformant, et ça dans la durée. On a des niveaux d'engagement différents, mais le point commun qu'ont tous ces collaborateurs, c'est que ça vient d'eux. Et ça vient d'eux, et en fait, ça a marché, puisque en fait, on a bien vu que ce vivier de collaborateurs n'a fait que s'étendre. Et donc, ce qui est important, autant pour la communauté des leaders que pour la communauté de ces collaborateurs qui s'engagent, c'est d'exprimer une reconnaissance. Parce que on est très fort à dire ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas, et finalement, ça, c'est peut-être une différence aussi entre le Canada et la France. C'est que on a peut-être des fois en France plus de difficultés à reconnaître les succès, à féliciter. Et c'est vrai que apporter de la reconnaissance, déjà, ça va renforcer le sentiment d'appartenance à cette communauté. Et puis, ça va donner encore davantage d'envie et d'engagement. Ça, je pense que c'est important de faire de la reconnaissance. Je Oui, vous arrête parce vas-y. que je vois le temps qui file. J'aimerais qu'on y ait 43, en tout cas à Montréal, 44 maintenant. J'aimerais qu'on puisse passer à des questions parce qu'on en a reçu un très grand nombre. Alors, je vais vous inviter à y répondre de façon assez concise et rapide. Donc, la première, comment on mesure le progrès de l'adoption des bonnes pratiques en soft? Donc, ce qu'on a dit, ce qui était le côté du soft, comment sur le terrain, on est capable de mesurer ça? Maryse, puis Laurent, Maryse? Euh, Moi, je peux y aller. En fait, il y a des outils qu'on utilise pour mesurer ces éléments-là. Il s'agit d'un petit questionnaire en ligne où on invite les gens à répondre justement des éléments au niveau de la confiance, au niveau de la capacité de se confronter, au niveau d'engagement, au niveau de la co-responsabilité, la capacité à se donner du feedback, connaître, etc. Donc ça, c'est des outils qu'on peut utiliser pour venir prendre des mesures dans le temps. Ça, c'est une unité de mesure. L'autre élément auquel je pense, il y a des sondages, des enquêtes qui se font pour venir sonder le niveau d'engagement qu'on peut personnaliser pour venir mesurer certains comportements, par exemple, venir sonder dans le temps. Alors, on peut capitaliser sur les outils qui existent déjà pour venir mesurer des comportements qu'on veut vraiment voir évoluer. Ce que tu dis, c'est qu'on mesure, puis je pense que parfois on peut mesurer avant, après.
Oui, certains, disons, leur progression dans le oui, temps aussi. oui, peut-être. Laurent, est-ce que tu voulais rajouter Oui, quelque alors, chose? Oui. nous, de façon très simple, dans chaque projet qu'on engage, on a des indicateurs à la fois de transformation, c'est-à-dire quel comportement ça va changer, qu'est-ce que ça va permettre de modifier au sein d'un point de vue culturel, et des indicateurs de performance reliés plus traditionnels, mais qui vont permettre de montrer la progression sur une métrique commerciale, d'efficacité opérationnelle ou autre. Ça, c'est quelque chose qu'on généralise. Deuxième sujet, on a déployé un outil qui est là bottom-up, c'est-à-dire que c'est le collaborateur qui va lui répondre à un certain nombre de questions de façon très fréquente, mensuelle, qui va permettre au manager d'identifier quel est en fait finalement le feeling de son équipe, euh, et qui va lui permettre de travailler sur un certain nombre de comportements, dont potentiellement le manque de transversalité. Alors évidemment, ça permet de voir aussi plein d'autres sujets, mais ça permet aussi de voir si finalement le collaborateur se sent bien dans son équipe, s'il participe au changement, s'il se sent acteur, et ça nous permet aussi derrière d'avoir une tendance de fond et aussi un vrai questionnement pour le manager, pour que derrière, il puisse lui aussi ajuster son management, son leadership. Et puis, le dernier point, c'est qu'on mesure, et on l'a mis dans le cadre de notre plan stratégique, un indicateur d'engagement pour voir à quel niveau en fait, les collaborateurs étaient engagés dans l'entreprise. C'est quelque chose que l'on suit et que l'on suit de façon annuelle. D'ailleurs, on est en train de faire l'enquête qui mesure l'engagement, la simplification et la collaboration, la transversalité. Question suivante. Alors, qui nous vient? Qui nous vient de France, de Boulogne-Billancourt, près de chez nous. Donc, que peut-on faire pour accélérer la montée en compétences autour du transversal? Quelles compétences développer en priorité? Puis peut-être compétences managériales, compétences des collaborateurs. Alors, Laurent, vas-y. si je commence, oui, alors, on s'est posé la question parce qu'en fait, une réponse un peu simple pourrait dire bon allez, on prend tout le monde, on forme tous nos managers à la gestion du changement, au mode projet, et puis ça va bien aller, on va le faire comme ça. Donc, nous, ce qu'on s'est dit plutôt, c'est de dire mettons en place des équipes, et c'est ce que l'on a fait, qui vont plutôt être en charge d'aller travailler avec les métiers euh, pour renforcer la transversalité. Donc, on a mis en place des équipes d'amélioration continue, qui vont travailler sur des problématiques très, très, très claires, très ciblées, avec des métiers dans une logique transverse, et qui vont pas faire mais qui vont accompagner pour que derrière, les équipes s'emparent de la démarche et comprennent que en travaillant de bout en bout, en travaillant dans une logique transversale, sans forcément modifier l'organisation, les responsabilités, mais en se disant si je travaille différemment, voilà ce que ça apporte. D'abord sur des petits périmètres, puis ensuite en l'élargissant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a mis en place, qui fonctionne et qu'on multiplie. Ça, c'est un exemple. Maryse, veux-tu rajouter? Parce que parce que je vois qu'il y a un très gros backlog de questions. Alors, C'est bon, continuons, poursuivons. oui, OK, tu n'as rien à ajouter? Oui, Question suivante. Quelle habilitation des cadres supérieurs recommandez-vous pour adopter des bonnes pratiques en gestion matricielle? Et quel est aussi le rôle de la fonction RH à cet égard? Donc, les habiletés top management, donc manager, puis après ça, le rôle RH. Maryse? Donc, première partie de la question. La meilleure façon, et on fait ça régulièrement, on accompagne des comités de direction, des CODIR, dans des démarches pour renforcer justement ces comportements-là, ces compétences-là, et des fois, il faut venir challenger des vieux mindsets qui existent depuis longtemps. Donc, la meilleure façon de le faire, c'est par un coaching d'équipe. Et pourquoi un coaching d'équipe? Un coaching, on ajoute une partie neutre qui vous aide à nous voir, à se voir aller, pour justement faire apparaître des choses qui sont parfois dans nos angles morts. Et donc, on amène ces comités de direction-là dans des expérimentations pour faire évoluer tout le côté soft dont tu parlais tout à l'heure, Philippe, pour qu'ils soient exemplaires, eux, dans un premier temps, parce que s'ils sont pas, il n'y a rien de pire pour créer du cynisme. Si ça part pas de la tête et qu'on demande après ça aux équipes de travailler en mode matriciel, en confiance, d'être engagés, de développer de la co-responsabilité, puis qu'on le sent pas en haut,
C'est vraiment On pas une parle toujours condition. d'exemplarité. C'est clair que dans un cas Exact. comme ça, c'est fondamental. Laurent, est-ce que vous avez fait des efforts particuliers de ce côté-là ou est-ce qu'il y a- Alors, nous, le point que je dirais pour compléter les propos de Maryse, c'est de faire en sorte que le comité de direction générale, les personnes en responsabilité, disent les choses et prennent part aussi aux travaux de façon régulière et n'hésitent pas, alors c'est un peu rude de le dire comme ça, mais de taper du poing sur la table si on voit que ça n'avance pas. Et alors ça peut paraître tout bête quand je le dis comme ça, mais en fait, le fait de, à un moment, se poser dans une même salle et de dire: «Attendez, maintenant, on va se parler, on va essayer de débloquer le sujet et ce qu'on attend, heu, c'est la même chose pour tout le monde joue le jeu». C'est important de le faire aussi des fois. Alors, il faut savoir le faire, je pense, parce que des fois, on a un peu cet effet, ça part très fort au début, tout le monde est très content, tout le monde est partant pour travailler. On voit que des fois, il y a un peu d'essoufflement et c'est important, en fait, et c'est ce que vous disiez, hein, dans vos convictions respectives, c'est un état d'esprit collectif qui doit être incarné, et qui doit se ressentir par le leadership. Absolument. Et j'ai une très belle question, qui est quand même une question que je pense qui concerne beaucoup d'organisations. Euh, Puis il y a différentes réponses, puis je pourrais compléter peut-être après, là, mais la question, c'est comment concilier le travail en transverse ou transversal avec des structures dans lesquelles les processus d'approbation sont hautement hiérarchisés, donc où il y a du vertical. J'aurais tendance, Laurent, à te donner la pôle. Alors, c'est vrai que c'est une très grosse, ça peut être une très grosse difficulté qui peut se résoudre de différentes manières. Là encore, je pense qu'une organisation qui n'est pas euh, organisée d'un point de vue structurel, de bout en bout, en filière, où on a avec un seul et même responsable à la fois le front jusqu'au bac, c'est vrai que ça amène de la complexité, puisque évidemment, on a des silos et dans chaque silo, il y a un responsable. Et même si fonctionnellement tout le monde est d'accord, si à un moment ça coince, c'est que la responsabilité, elle est pas partagée, c'est compliqué. Donc, en gros, ce que l'on peut faire, c'est de se dire, on va augmenter votre niveau d'autonomie sur une problématique, et donc de déléguer davantage à un certain niveau, finalement, un certain nombre d'activités, en disant, voilà, vous êtes responsable, vous étiez responsable comme ça avant, maintenant on travaille différemment. On ne change pas l'organisation. Par contre, on vous change votre niveau de délégation. On vous en donne plus. Vous êtes capable d'en faire plus vous-même. Et finalement, vous allez avoir moins besoin d'aller chercher une approbation. Et donc, ça peut permettre de débloquer des situations. Ça, c'est des choses qu'on a fait qui marchent plutôt bien, qu'il faut contrôler par contre, mais qui peuvent éviter aussi de changer complètement l'organisation, parce que ça, c'est beaucoup plus lourd et c'est beaucoup plus compliqué. Puis, je compléterais, on a dans l'introduction, on a beaucoup parlé du cadre de collaboration. Bien, c'est beaucoup ça. C'est de la délégation, de progressivement définir des cadres qui sont précis, puis les respecter. Il y a un changement culturel, puis il faut commencer par des rituels, par des façons de faire, par des modes de collaboration qui vont être instaurés par les gestionnaires, les managers, puis qui vont progressivement prendre forme. Mais c'était une vraie question qu'on retrouve très fréquemment. Il nous reste Et un peut-être une minute ou point deux. Dernière juste question, Philippe. puis je pense qu'elle est importante, c'est comment assurer la pérennité de la collaboration, du matriciel, en modifiant, en faisant évoluer des objectifs de performance. Donc, on a une approche de gestion de performance qui est très souvent individuelle, alors que la collaboration demande des objectifs collectifs plus importants. Je ne sais pas si vous avez des exemples, soit Maryse ou Laurent, là, parce que Tout ça à va être fait. vraiment C'est notre sûr dernière que question. oui, si on regarde la façon dont on rémunère les gens, euh, ça a une incidence sur la façon dont ils vont se comporter. Alors, les objectifs aussi. Si on fixe des objectifs individuels et on rémunère la performance individuelle, ça peut être un frein à la collaboration transversale. Donc, revoir nos modes justement de bonification, les objectifs déjà, les modes de bonification, de rémunération. Euh, oui, voilà, tout à fait. Pour que tout ça soit cohérent. Oui, alors Parce qu'il y a des pour compléter. organisations qui le font progressivement.
Pour compléter ce que dit Maryse, nous, on le fait très concrètement. On l'a fait très concrètement, par exemple, avec nos équipes commerciales. Là où avant, on pouvait avoir des approches plus individuelles, on est remonté à un niveau beaucoup plus collectif qui fait en sorte que finalement, chaque individu va contribuer par sa performance à atteindre un objectif collectif qui va déclencher une rémunération complémentaire, et après qui peut être augmenté d'une performance très, très individuelle parce qu'il y a quelque chose d'exceptionnel qui a été fait. Donc ça, on le regarde. Un point aussi qui est important, c'est de dire, en fait, il faut valoriser toutes les fonctions. Et ce n'est pas que les fonctions qui rapportent, entre guillemets, euh, pour nous, du PNB, du chiffre d'affaires, qui doivent avoir aussi accès à ces éléments de rémunération, puisqu'en fait, si on a une atteinte d'objectif, c'est parce qu'on fait du bout en bout et que chacun, à son niveau, est un maillon de la chaîne de valeur. Ça, c'est un point important. Et, et je reviens aussi sur ce qu'on disait juste avant. Il y a un point aussi qui est super important, c'est de faire comprendre aux équipes que pour travailler en matriciel, en transverse, il faut parfois un peu lâcher prise. Et c'est très simple de dire, en fait, l'autre doit faire, l'autre ne fait pas. Ok, c'est vrai, ça peut être une des pistes, mais il y a aussi une des pistes qui est de dire, ok, mais si tu veux que ça fonctionne vraiment en transverse, il faut que toi, tu apprennes aussi à faire confiance à l'équipe en face, à lâcher prise sur un certain nombre d'activités que tu faisais peut-être aujourd'hui, pour faire en sorte que demain, ça fonctionne mieux d'un point de vue collectif. Et ça, Oui, c'est vrai qu'on l'aborde pas forcément, mais oui. le lâcher prise et la confiance est hyper Puis je important aussi. pense que c'est une belle conclusion, là, puis je vois le temps qui file. C'est une belle conclusion parce que ça revient quand même au rôle des leaders, hein. C'est eux qui vont donner le ton. Si j'ai la fonction A et la fonction B, les leaders ne se parlent pas, ne peuvent pas se blairer, comme on dit, bien, clairement, les équipes en dessous vont le savoir, ça va être très difficile de collaborer. Ce cadre de collaboration, il va être très mal vécu. Donc, clairement, il y a une notion d'exemplarité qui est extrêmement importante. Puis ça, ben, on l'a dit, Marie, tu l'as dit, ça part par la tête, mais ça part par les leaders terrain aussi. Moi, je l'ai vraiment vu provoquer sur le terrain. Fonction A, fonction B ont décidé qu'ils voulaient travailler ensemble. Les équipes désiraient, ils ont même été voir leur patron pour dire, nous, on pense que nos expertises sont complémentaires puis qu'il y aura un bénéfice à l'organisation. Donc, on veut travailler, puis donnons-nous un cadre. Aidez-nous à créer ce cadre-là. Je l'ai vu après, pas juste une fois. Donc, il nous reste 2 petites minutes. Un petit mot de la fin chacun. Après ça, je vais passer aux informations pour la suite. Laurent, Merci. un petit mot? Ouais. Petit mot. Déjà, oui, un petit mot. Écoutez, merci. Moi, je pense que c'est un sujet qui concerne toutes les organisations, hein. Moi, je l'ai vu autant dans le métier précédent et puis actuellement. C'est vrai que c'est toujours quelque chose que l'on souhaite renforcer. Je pense que, pour résumer, il y a des moments qui permettent d'être des déclencheurs pour favoriser ça, et que aussi la volonté d'y aller par petits pas, par preuve, pour ensuite montrer que ça fonctionne, généraliser et faire prendre conscience que c'est bénéfique pour tout le monde, c'est des clés de succès que l'on essaye d'avoir. Voilà. Merci beaucoup, Laurent. Maryse, un petit mot de la fin? Même chose, en fait, puis je réitère le fait que ça doit être des convictions profondes, partagées, et envie de créer une œuvre commune, vraiment de travailler tous ensemble pour réaliser quelque chose de plus grand que soi. Voilà. Bien, très belle conclusion aussi. Puis ça boucle sur le départ quand on disait qu'il faut créer ce désir de collaboration, que ce n'est pas des lignes puis des boîtes, c'est vraiment un esprit qu'on souhaite, un mindset, pour reprendre la citation qu'on veut créer. On aurait pu parler comme ça pendant tout l'après-midi ou la soirée pour vous deux, pour moi l'après-midi. Je vous remercie énormément. Je remercie les participants. Je n'ai pas le nombre final, mais je sais qu'on était à plusieurs centaines de participants en France puis au Canada. Quelques petites informations importantes pour vous. Le webinaire va être disponible sur demande. On ne le publie pas at large, mais il est disponible auprès de Brio si vous souhaitez le rediffuser, puis même organiser une séance avec nous là, pour aller plus en profondeur. Le livre blanc va être disponible aussi pour téléchargement. Vous devriez avoir
l'adresse qui apparaît à l'écran. Je ne suis pas en mesure de la voir, mais on me dit qu'elle est là. Et en dernier élément, dans un souci d'amélioration continue, on a parlé tout à l'heure d'amélioration continue avec Laurent, bien, on aime ça avoir du feedback des participants. Alors, vous devriez avoir un lien aussi pour un petit sondage là, qui prend que quelques secondes là, à compléter. Ça va nous aider pour les prochains webinaires. Puis, s'il y a des commentaires que vous voulez nous faire parvenir, tant sur le contenu que sur l'approche de partage, bien, ça va nous faire grand plaisir. Donc, encore une fois, Laurent, merci beaucoup. Maryse, merci beaucoup. Au plaisir de vous voir. J'aurais aimé être avec vous, mais ce sera pour une prochaine fois. Et merci encore à tout le monde qui a participé aujourd'hui.